Madame, Monsieur, bonsoir. Après une année de sécheresse inédite, comment s'annonce la prochaine campagne agricole au Maroc? La tutelle vient de dévoiler une série de mesures pour accompagner les professionnels en approvisionnant notamment le marché en semences certifiées en quantité suffisante. Toujours selon la tutelle, plus d'un demi-million de tonnes d'engrais phosphatés sont également mis à disposition au même niveau de prix de la campagne précédente. Au niveau de l'assurance, il est attendu de couvrir plus d'1 million d'hectares, en particulier les céréales et les légumineuses. Mais quid des mesures pour pallier au stress hydrique? Les agriculteurs marocains scrutent le ciel et attendent, y compris dans les périmètres de grande hydraulique aménagés. Outre le diagnostic alarmant des autorités, quelles sont les solutions pour adapter l'offre à la demande en ressources hydriques, notamment dans le secteur agricole? C'est notre sujet ce soir. Il faut savoir qu'au 12 septembre dernier, le taux de remplissage des barrages marocains est légèrement supérieur au quart de leur capacité. La demande, en revanche, est, elle, en constante hausse, compte tenu des ambitions des produits agricoles à l'export, notamment. Quelle est la nouvelle stratégie de la tutelle pour s'aligner à notre nouvelle réalité, celle d'un stress hydrique appelé à s'installer dans le temps? Justement, la tutelle est représentée sur ce plateau ce soir par son secrétaire général. Bonsoir, Redouane Arache. Bonsoir, madame. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Vous êtes secrétaire général du département de l'agriculture au ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Bienvenue. Pour représenter le secteur privé, Rachid Benali, vice-président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la Comader. Bonsoir, Benali. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Toujours un plaisir de vous accueillir. Merci. Et puis deux académiques, deux représentants du volet académique et sont avec nous sur le plateau. Tout d'abord, Dr Fawzi Bekaoui, directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA. Bonsoir, Dr Bekaoui. Bonsoir, madame. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Et en face, professeur Mohamed Taher Serairi, directeur de la formation en agronomie à l'Institut de l'agronomie agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat. Bonsoir, professeur Serairi. Merci de vous joindre à nous. Bonsoir, madame. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Alors, messieurs, je commencerai par vous, Redouane Arache. Comment s'annonce la prochaine campagne agricole? Le statisticien que vous êtes devrait peut-être nous aider à mieux comprendre à quoi on devrait s'attendre. Merci. Au début, je dois préciser que nous abordons cette campagne agricole avec espoir, avec optimisme et confiance, à l'image de l'agriculteur, qui chaque année, malgré les années de sécheresse, il vient, il cime sa terre, il scrute le ciel, donc il implore la clémence du ciel. Mais en plus de ça, nous avons, comme vous l'avez annoncé au début de l'émission, annoncé un certain nombre de mesures, comme ce qu'on fait chaque année, pour donner confiance aux agriculteurs dans le lancement de cette nouvelle campagne, notamment le financement. Sur le volet financement, par exemple, on va rester sur les mêmes conditions et malgré, par exemple, les dettes cumulées l'année dernière, le financement sera repris aussi pour ces agriculteurs. Il y a les semences, donc nous avons réussi à mettre sur le marché disponible de 1,2 million de quintaux de semences certifiées. Les engrais aussi, nous consommons chaque année pratiquement presque 1 million de tonnes. La moitié de ces engrais phosphatés dont les prix ne vont pas changer. Pour les engrais azotés, par contre, le marché est très perturbé et nous sommes passés depuis 2021 de 400 dirhams le quintal en moyenne, tout engrais azoté confondu, à pratiquement 850 dirhams. Donc c'est des prix très élevés, hors de portée de la majorité des agriculteurs, mais c'est difficile d'envisager une intervention par rapport à la question des engrais azotés. Donc, en plus de... Donc, pas de subvention sur les engrais azotés, contrairement aux engrais phosphatés. Exactement, les engrais phosphatés, les prix ne vont pas changer. Donc, pour parce le début qu'ils sont de la subventionnés par l'État ou parce que le marché mondial est plutôt stable? Non, c'est un effort qui est fait par l'Office chérifien des phosphates. Donc, sur le marché national, c'est sa politique depuis longtemps. En coordination avec le ministère, on garde les prix stables pour les agriculteurs, quelle que soit la situation sur le marché mondial. Par contre, pour les engrais azotés, on subit les perturbations du marché mondial. Donc, le marché interagit avec ce qui se passe dans le monde. Donc, Redouane Arache, à part l'optimisme, en réalisme, est-ce que, avec du réalisme peut-être, est-ce qu'on peut s'attendre à une campagne agricole peut-être plus clémente que l'année dernière? Ou on attend le ciel?
on attend le ciel, nous espérons. Et il y a une difficulté aussi par rapport aux ressources en eau. Comme vous l'avez annoncé au début, vous avez un taux de remplissage des barrages qui est très faible, qui est de 25%. Et pour sensibiliser, disons, l'opinion publique par rapport à la situation d'irrigation aussi, en chaque début de campagne, on fait une planification. Donc, cette année, et depuis 2 ans, il y a uniquement 2 périmètres qui sont alimentés. C'est le périmètre du Gharb et du Lukos. Ouais. Les autres périmètres, les Doukala, le Melouia, le Tadla, le Haouz, il n'y a plus de mise en eau. Et donc, ils sont à sec. Les agriculteurs utilisent pratiquement les puits pour entretenir leur culture. C'est un autre mal pour un bien parce qu'ils pompent les nappes phréatiques. Toujours un mal aussi pour les nappes phréatiques qui s'amenuisent. Mais pour produire la nourriture, madame, il y a une priorité. Oui, effectivement, pour produire la nourriture, nous allons y revenir. Mais en tout cas, déjà sur ma question, je vais continuer le tour de table. Peut-être un avis d'un académicien, ou peut-être avant, le secteur privé, Rachid Ben Ali. Vous êtes aussi optimiste que la tutelle? Vous partagez cet optimisme de la tutelle quant à la campagne agricole qui commence dans quelques semaines? Tout d'abord, je vous remercie. Je réitère mes remerciements. Mais écoutez, nous sommes des agriculteurs. Et un agriculteur, il doit être optimiste. On part du principe, nous sommes musulmans et nous sommes agriculteurs. Quand c'est au Allah et on avance. Ça, c'est notre principe. Il y a tout ce qui a été fait par le ministère. C'est ça, c'est ce qu'il vient d'annoncer, monsieur le secrétaire général. Donc, tout ce qui a été fait. Donc, il y a ça, d'un côté. De l'autre côté, on attend. Et on attend. On peut pas. C'est un pays, malheureusement, qui est basé sur la pluie. Mais maintenant, même les périmètres irrigués attendent le ciel. Le problème, c'est que vous avez annoncé... Il y a quelque chose d'illogique là-dedans, non? Mais écoutez, vous avez annoncé tout à l'heure les 25%. Moi, je trouve que c'est un chiffre qu'on a toujours dit que c'est un faux chiffre. C'est une moyenne nationale. C'est une moyenne nationale qui est, malheureusement, il y a juste un barrage où il y a de l'eau, le reste pratiquement à sec. Donc, on ne peut pas compter. C'est ça ce qui est difficile pour cette année. On démarre avec un déficit. Avec un déficit, un cumul des années précédentes. Déjà, c'est un problème. Et avec un déficit hydrique, un déficit des barrages. Donc, c'est un départ quand même qui est très dur, très difficile. Mais croyez-moi, les premières pluies, tout le monde va cultiver, tout le monde va parce que c'est comme ça. Le travail du sol n'a pas encore commencé. Difficilement. S'il y a les vrais spécialistes de céréales ne font pas le travail maintenant, ils le font déjà il y a 3 mois, il y a 4 mois. Et généralement, c'est déjà cher, ou déjà cher travailler, ou un ensolement d'une autre spéculation. Donc, en principe, c'est déjà fait. On fait que juste le dernier passage. Le reste, le commun des mortels, l'agriculteur, malheureusement, c'est le petit moyen agriculteur, il attend de la pluie. Une fois qu'on a la pluie, donc ils commencent. Et ça, vraiment, ils n'attendent pas. Ils peuvent trouver les moyens de le faire, ils le font. Ça, croyez-moi que tout le monde va cultiver sa terre, tout le monde va semer. Ça, c'est clair. Très bien. Voilà. Professeur Mohamed Taher Srairi, comment envisagez-vous cette campagne agricole en tant qu'académicien, en tant qu'agronome? Oui, merci pour la question. Il est évident que c'est difficile. Je lis les inquiétudes du secteur professionnel, je comprends et je prends note que le ministère a aussi pris la mesure de la gravité de la situation hydrique du pays. C'est très important. Je pense qu'il faut revenir au savoir scientifique aussi. Ça fait maintenant une dizaine d'années que des équipes, même internationales, ont tiré la sonnette d'alarme pour le secteur agricole marocain. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, notre agriculture, c'est d'abord la petite agriculture vivrière, qui dépend surtout de la manne céleste. Il faut dire une chose, sur les 8 millions d'hectares qui sont aujourd'hui recensés comme étant des surfaces agricoles utiles, il y a à peu près 7 millions qui ne sont pas irrigués. Parce que dès le début, quand on met le focus sur l'irrigation, on pense que tout est irrigué, que le Maroc est un pays capable d'irriguer tout le pays. Puis ça nous a amené même à parler de ressources hydriques non conventionnelles, l'eau dessalée. Dans l'imaginaire collectif, on est dans cette course-poursuite que tout va être irrigué, qu'on va tout sauver. Or, on est dans le schéma inverse. Absolument. Malheureusement, on est en régression parce que les modèles climatiques sont là et ils montrent que le Maroc est déjà structurellement un pays semi-aride, voire aride. Le manque d'eau va s'exacerber. Et donc, il faut alerter l'opinion publique sur ces choses-là. Et puis, non, mais le diagnostic est là. Que faisons-nous pour la demande, par exemple? L'offre, on connaît notre diagnostic.
La demande, j'avais déjà répondu une fois à votre question sur ce plateau. Il est clair qu'il faut maintenant réorienter toute notre agriculture vers l'agriculture pluviale. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Il faut remettre toutes les stratégies de recherche, d'appui à l'agriculture pluviale. Là où on peut valoriser de l'eau pluie et de l'eau renouvelable. Parce que vous l'avez bien dit, même dans les zones dites de grande hydraulique, aujourd'hui il n'y a plus d'eau, ça a été confirmé autour de la table, et les gens se rabattent sur des nappes qui aujourd'hui, en grande majorité, sont menacées. Il y a des nappes qui ont disparu, on le sait. Et puis moi je voulais finir, parce que je sais que le débat va durer, mais on se focalise uniquement sur l'eau, parce que c'est vrai, c'est la variable la plus incompressible, c'est celle qui pose le plus de problèmes, mais on oublie qu'il y a d'autres variables. Et c'est ce qui fait toute la complexité de l'ingénierie agronomique. Et il y a une autre variable primordiale, c'est la fertilité des sols. Ça renvoie d'ailleurs un peu à votre question sur le prix des engrais. Mais on ne gère pas la fertilité des sols uniquement par les engrais de synthèse. On a oublié une gestion, on va dire, écologique des nutriments dans les sols. Et ça, malheureusement, moi, je trouve que c'est une des carences des stratégies agricoles passées. On a tout basé sur une valorisation de l'eau par des cultures de haute valeur ajoutée, et on a oublié qu'on a un sol qui, aujourd'hui, dans beaucoup de régions, les diagnostics l'attestent, les travaux des chercheurs de l'INRA le montrent de manière inexorable, la teneur en matière organique dans beaucoup de nos sols agricoles a beaucoup baissé. Pourquoi ? Parce qu'on est allé sur une intensification agricole qui ne tenait pas compte. Par rapport aux cultures choisies aussi ? Entre autres, bien sûr, entre autres, et à la monoculture. On est allé sur des systèmes de monoculture où on a sacrifié, il y a un mot-clé important, l'élevage, l'intégration culture-élevage. Aujourd'hui, dans la littérature scientifique, on parle de couplage culture-élevage. On est allé vers le découplage culture-élevage. Et quand vous faites des fermes où il n'y a que la monoculture, des arbres à perte de vue, je suis désolé, vous perdez votre matière organique dans le sol. Tout à fait. Et d'ailleurs, avec les prix actuels des engrais de synthèse, le petit agriculteur, il a retrouvé la valeur du fumier et donc la disponibilité des animaux dans son exploitation. Docteur Boukaoui, justement vous, en tant que chercheur, en tant que directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, vous avez déjà quelques éléments, peut-être annonciateurs de cette campagne qui commence sur la base du diagnostic que l'on connaît tous. On a parlé bien sûr du diagnostic hydrique, mais il y a aussi celui de la valorisation des sols. Je vais reprendre ce point, mais avant, merci pour la question. D'abord, je voudrais souligner que dans le cadre de la stratégie Génération Green, on s'est donné des objectifs spécifiques et chiffrés pour adresser le problème de l'eau et de la résilience, même avant cette année très difficile. Un des objectifs, et justement pour reprendre ce point qui est très important de la santé du sol, le gouvernement s'est donné comme objectif de faire 1 million d'hectares à l'horizon 2030 de semi-direct. C'est quoi le semi-direct ? C'est une méthode de planter les graines sans faire un labour classique. Le labour classique, quand on laboure la terre, on retourne la terre et il y a l'eau qui s'évapore. Avec le semi-direct, on fait un seul passage et il y a un tout petit trou qui est fait avec un semoir spécial. Et là, on préserve l'eau dans le sol. Cette année, on a fait, alors j'ai dit sur l'horizon de 10 années, à 2030. Donc déjà, on est au tiers, plus ou moins. On est dans la deuxième année. On a commencé en 2021, on a fait 50 000 hectares. 21-22. Cette année, on va faire 75 000 hectares. Et sur les données de l'année dernière, quand on compare les chiffres qui ont été donnés par tous les départements régionaux agricoles qu'on a ramassés, on a trouvé que la moyenne du rendement en général est le double quand il s'agit du semi-direct comparé au labour conventionnel. C'est une des méthodes pour préserver l'eau, mais aussi pour enrichir le sol et le remettre en santé. Donc la matière organique qu'a mentionné mon collègue est très importante. Et cette méthode, elle permet de préserver la matière organique dans le sol. On a à peu près 4 millions d'hectares de céréales oléagineuses et légumineuses. On se donne comme objectif 1 million. Peut-être qu'on va le dépasser. Et cette méthode-là va nous permettre d'améliorer le rendement et de préserver l'eau dans le sol et d'enrichir le sol en matière organique. C'est un exemple. On a d'autres exemples, mais qui sont plutôt à moyen et à long terme de recherche. Je donnerai par exemple... Est-ce qu'il n'y a pas des moyens, excusez-moi, il n'y a pas des solutions à court terme ? Alors à court terme, un autre exemple de solution à court terme, c'est les moyens, je dirais, de l'agriculture digitale ou de précision. Maintenant, il y a des capteurs qu'on peut utiliser, qui donnent une idée. Oui, mais est-ce qu'on parle à qui ? De combien de populations d'agriculteurs nous adressons-nous à travers ces solutions high-tech ?
Tous les agriculteurs qui font de l'arboriculture, c'est vrai que ces capteurs ne sont pas disponibles, mais ils sont dans le marché pour ceux qui peuvent les utiliser. Nous avons un projet européen. Est-ce qu'ils peuvent être utilisés par ces agriculteurs justement de culture vivrière, l'essentiel aujourd'hui de l'agriculteur marocain? Ce n'est pas immédiat. Voilà. On a un projet européen, Prima, qui travaille justement sur ces capteurs, et le but, c'est de développer des capteurs à très bas coût pour les agriculteurs qui ont entre 1 hectare et 8 hectares. Ça va demander du temps pour arriver à ce là. Naturellement. Erdouane Arache, je reviens avec, parce qu'on s'était arrêté sur justement ces cultures des petits agriculteurs qui utilisent les puits pour arroser leurs parcelles. Mais là, on ne parle pas de petites parcelles, on parle de l'irrigation privée. Et là, ça pompe beaucoup d'eau. Qu'est-ce qui est fait pour... et qui est subventionné d'ailleurs? La question de... Faut-il arrêter de subventionner l'irrigation, ou une partie de l'irrigation, pour préserver cette denrée qui n'est pas renouvelable et qui est aujourd'hui, dans d'autres contrées, ne serait-ce qu'en face en Espagne, de priorité nationale. Il y a ce concept de nationalisation de l'eau chez les Espagnols. Est-ce qu'on ne peut pas aspirer à être comme cela au Maroc? Écoutez, le Maroc a une expérience mondialement reconnue en matière d'eau, en matière de gestion de l'eau, en matière de mobilisation de l'eau, en matière d'économie de l'eau. Ça, personne ne peut le nier. Maintenant, si on revient à votre question, comme vous dites au début de l'émission, c'est-à-dire parlons franchement sur cette problématique de... C'était avant le début, mais oui. Oui, avant le début, exactement. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a, avec le changement climatique, regardez, depuis 4 ans ou 5 ans, nous vivons des années successives de sécheresse. Donc, il y a fatalement un déficit climatique. Les apports en eau des barrages qu'on a reçus jusqu'à présent ont baissé de pratiquement 40 à 50%. Cette année, si je prends rien que les barrages agricoles, pour mettre disons les citoyens donner la photo de la situation réelle, les barrages à usage agricole, nous recevons en moyenne, sur les 10 dernières années, 11 milliards de mètres cubes. Cette année, combien nous avons reçu? 1,7 milliard de mètres cubes. Donc, regardez à tel point ce déficit d'apport en eau des barrages. Donc, ces réservoirs, il n'y a plus d'eau. Et donc, les périmètres irrigués sont privés de cette irrigation. Les agriculteurs, bien sûr, doivent, que ce soit dans les périmètres irrigués ou ailleurs, pour irriguer leur culture, vont pomper sur la nappe. Qu'est-ce que nous avons fait? Par rapport à ça, il y a une question de durabilité, de résilience insistante, et que nous avons adressée dans le cadre du plan Maroc Vert. Comment nous avons abordé la question? Ça veut dire que ces agriculteurs vont pomper de toutes les façons. Alors, on va gérer... Pourquoi il n'y a pas d'autorité sur, justement, l'autorisation de pomper ou pas d'une nappe phréatique? D'autres pays ont quand même réussi à contrôler cela. Pourquoi nous n'arrivons pas à contrôler cela au Maroc? Non, il y a une gouvernance de l'eau, il y a des agences de bassin qui gèrent tout ce qui est prélèvement d'eau, etc. Mais c'est un autre sujet. Mais par rapport à la question de l'irrigation, l'effort qui a été fait, parce qu'il faut aussi travailler par étapes. Ce n'est pas des choses qu'on peut atteindre du jour au lendemain. C'est-à-dire les solutions faciles et miracles ne peuvent pas venir et s'appliquer tout de suite. Aujourd'hui, l'irrigation, peut-être, oui, le contrôle, mais je vais revenir sur le contrôle. Pour l'irrigation, nous avons fait un effort énorme en matière d'économie d'eau. Et sans cet effort d'économie d'eau, de transformation... Vous parlez du goutte à goutte? Oui. Et la déperdition de l'eau, alors? 700 000 hectares. Imaginez 700 000 hectares qui étaient irrigués en irrigation gravitaire et traditionnelle, reconvertis en irrigation goutte à goutte. Imaginez sans cet effort, avec la rarification des ressources en eau, la situation aurait été beaucoup plus pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est un point important. Maintenant, il y a un autre sujet sur l'eau par rapport à ce qui est utilisé dans l'agriculture, sur les apports qui entrent dans les barrages. Pour l'agriculture, que prend l'agriculture? Ne prend pas grand-chose. C'est-à-dire, en moyenne, si vous prenez entre 2008 et 2020, ça c'est les statistiques, des départements de l'eau, c'est-à-dire 18 milliards de mètres cubes qui sont entrés dans les barrages en moyenne. Si je prends 2008-2018, là où il y avait... Mais est-ce qu'on a justement des statistiques qui démontrent de combien, si on ne prend pas l'eau du barrage parce qu'il n'y a pas, combien on prend de l'eau souterraine?
Sur l'eau souterraine, il y a des problèmes de statistiques. Très bien. Il faut le dire. Alors, juste parce que vous avez parlé du Maroc comme étant un pays reconnu par la communauté mondiale, la Banque mondiale a dévoilé ce chiffre, a publié ce chiffre. 70% de l'eau douce est utilisée par l'agriculture au Maroc. Je pense qu'il y a deux points pour répondre à cette question. Dans le monde entier, l'agriculture consomme plus que naturellement que toutes les autres utilisations. L'agriculture. Pas dans des pays semi-arides. Non, au contraire, c'est dans les pays semi-arides où ils consomment plus parce qu'il y a la contrainte climatique. Parce que pour corriger la contrainte climatique, il faut utiliser de l'eau. Par contre, par rapport à cette 70%, juste je voulais faire une nuance sur ce qui est dans les barrages. C'est-à-dire là, nous avons 700 000 hectares qui sont irrigués dans les périmètres irrigués. Et nous avons, sur les 18 milliards de mètres cubes que je viens de dire, en moyenne qui sont entrés, c'est-à-dire en moyenne, une année, les barrages ont connu des apports de 18 milliards. Nous n'avons prélevé que 4 milliards sur 18 milliards, c'est-à-dire moins de 30%. Mais si on a prélevé que cela, on a prélevé ailleurs, on a prélevé des nappes phréatiques. Du coup, maintenant, les gens dans les campagnes n'ont pas de quoi boire parce que les puits sont secs. Non, ce n'est pas à cause de l'agriculture que les gens n'ont pas à boire. Mais non, c'est à cause de l'eau qui a été pompée par les nappes phréatiques. Non, absolument pas, parce que la question de l'eau, c'est-à-dire si je compare la consommation en eau de l'agriculture, les agriculteurs utilisent l'eau pour leur activité économique, pour produire, pour se nourrir, pour créer de l'emploi, pour créer des revenus et nourrir leur famille. Par contre, la question de l'eau potable, c'est un autre sujet qui mérite d'être débattu dans le cadre de mise en place d'infrastructures nécessaires et adéquates pour l'adduction de l'eau à la population. Et dans la majorité des barrages, la réserve en eau qui est réservée à l'eau potable, et c'est par la loi, il faut 2 ans d'eau qu'il faut garder dans les barrages pour l'adduction d'eau potable. Vous faites bien de le préciser. Est-ce que, justement, vous avez parlé tout à l'heure de cultures nourricières. Est-ce qu'on dépend de toutes les cultures nourricières que nous produisons aujourd'hui et qui sont très gourmandes en eau ? Ce sujet aussi divise aussi dans les débats autour de la question de l'eau. Moi, ce que nous pensons au ministère de l'Agriculture, c'est que ce débat, il doit être replacé par rapport à la donnée réelle, c'est-à-dire de terrain. Aujourd'hui, les cultures qui consomment plus d'eau, comme l'avocat, comme la pastèque, c'est-à-dire si je prends toute la superficie irriguée de ces cultures, ils ne représentent même pas 2,5% de la superficie irriguée. C'est-à-dire si je prends l'avocat, plus les fruits rouges, plus la pastèque, ensemble, ces 3 cultures ou 4 cultures, vous n'avez pas plus de 2,5% de la superficie irriguée, c'est-à-dire la consommation. Il est vraiment rudimentaire par rapport au volume et par rapport à la production dans l'agriculture irriguée. En termes de superficie ou en termes de consommation d'eau ? En termes de superficie, ça veut dire... Vous regardez la proportion, 2,5% de 1 600 000 hectares, c'est rien. Mais c'est ça, ce n'est pas, à mon avis, le problème n'est pas dans ces cultures. Combien nous avons d'avocats ? Nous avons 7 ou 8 000 hectares. Combien nous avons de superficie de bananiers ? 7 ou 8 000 hectares. Ce n'est pas des grandes superficies. C'est-à-dire, soyons raisonnables par rapport à cette situation. Le problème, c'est la rareté de l'eau. C'est les changements climatiques, c'est la pression des changements climatiques qui a fait que l'eau est de plus en plus rare parce que les apports sont faibles. Alors, justement, un mot là-dessus, Rachid Ben Ali. Moi, il y a juste un pourcentage qui m'a toujours étonné. On a parlé de 80%, maintenant la Banque mondiale qui sort 70%. Moi, j'aimerais bien savoir comment ils ont fait ces calculs. Vous devriez leur demander. Hein. Après, c'est des statisticiens aussi. Et c'est des scientifiques qui se basent sur des données scientifiques. Écoutez, ils sont difficilement contestables, hein, les résultats d'enquête de la Banque mondiale, généralement. Ce ne sont pas des enquêtes d'opinion, mais ce sont de la data. C'est de la data, c'est du traitement de données, quoi. Parce que vraiment, quand on voit... je vais vous donner juste un chiffre. Pendant l'été, les barrages ont diminué en moyenne de 350 millions de mètres cubes par mois. Oui. C'est énorme. Ça peut pas être... C'est pas l'agriculture était à l'arrêt. C'est quoi? C'est l'effet évaporation, c'est l'effet chaleur. Absolument. Il y a eu une chaleur torride. Et c'est ça dont vous avez parlé tout à l'heure, de problème d'eau. Est-ce que vous parlez d'évaporation? Parlons des bassins.
des bassins qu'on voit sur la route. D'ailleurs, j'ai déjà remarqué ça et j'ai trouvé que c'était une aberration. Et puis, je me suis renseignée. Et puis, on m'a dit que c'était de l'eau qu'on pompait des puits. Et on ne payait pas l'électricité parce que c'était le solaire, donc ça ne coûte rien. Et cette eau reste là, à s'évaporer. Vous trouvez ça normal? Ah non, elle ne reste pas Et là. ce sont des agriculteurs qui font cela. Non, pardon, elle ne reste pas là. Les bassins, c'est fait pour prendre le relais. Généralement, c'est le relais du pompage ou de l'utilisation, n'importe quelle utilisation. Mais vous trouvez cela durable, que ces bassins restent à l'air libre écoutez, et que la moitié de l'eau s'évapore? On n'a pas créé quelque chose. C'est quelque chose qui a existé dans le monde entier. Mais il faut peut-être adapter cette chose-là à la réalité du Maroc. Aujourd'hui, à la rareté de l'eau. Aujourd'hui, qu'il y a ces problèmes, on peut incriminer les agriculteurs. Il n'y a pas plus simple. Je ne veux incriminer personne. Je me pose des questions en tant que citoyenne. Moi, j'ai vu cela et franchement, ça m'a interpellée. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Sinon, on va pomper en maximum tout le temps, en permanence, on va pomper. Mais on pompe en permanence. Non, c'est pas en permanence. C'est-à-dire, ils restent. Non. Mais pourquoi leur niveau reste élevé? Parce que ça tourne. Non, ça tourne. C'est quelque chose qui tourne. C'est pas fixe. Non, leur niveau, il est là. Parce que généralement, un bassin ne peut irriguer au maximum pas plus d'une semaine. À 10 jours maximum. Donc, vous pensez en fait que l'utilisation des nappes phréatiques aujourd'hui par l'agriculture ne menace pas cette eau-là, souterraine? Ah si, il menace, bien sûr. Mais c'est un choix à faire. À un certain moment, c'est un choix à faire. Aujourd'hui, c'est très bien d'arrêter. On peut tout arrêter. Tout ça, on peut l'arrêter. On peut arrêter l'irrigation à 100% dans toutes les plantations. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a la souveraineté et la sécurité. Il y en a trois, à mon avis. Il y a la sécurité individuelle. On a importé de la paille l'année dernière de l'Espagne. Écoutez, c'est une année exceptionnelle. Il y a la sécurité individuelle, il y a la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire. Ces trois choses qui sont liées. Et la sécurité hydrique? Ça va de soi, ça va dans les trois, ça va dans le sens. C'est-à-dire la sécurité hydrique, je pense qu'elle touche les trois. Je pense que c'est une équation très difficile, mais qu'on ne doit pas incriminer juste un côté et dire qu'on arrête ça. C'est facile d'arrêter, mais je pense que ce n'est pas la solution. Arrêter, peut-être adapter aussi. Il y a autre chose, il y a des recherches à faire, il y a d'autres manières de faire une... Mais écoutez, si on prend rien qu'un petit point très simple, au niveau de réseau, de l'eau potable dans les villes, il y a une déperdition de 40%. Si on arrive à résoudre rien que ce problème, on gagne 40% de consommation des villes. Combien consomment les villes de cette eau-là? C'est énorme. C'est énorme. Non, je veux dire de l'eau. De toute l'eau qui est utilisée au Maroc, combien le périmètre urbain pompe-t-il de cette eau-là? Ça, c'est la question qu'on doit savoir parce qu'il y a tellement de puits dans les villes pour irriguer des villes-là, et même à la campagne aujourd'hui. À la campagne aujourd'hui, il y a des gens qui sortent pour faire 3 hectares et faire une belle ferme avec une belle villa avec sa piscine et 2 hectares de pêcher. C'est incomparable aux parcelles de milliers d'hectares. Pour moi, c'est ces gens qui consomment énormément, beaucoup plus. Et ça, je parle d'un vrai agriculteur, je sais ce que je fais. C'est un domaine que je connais très bien et on sait où... Alors, justement, vous avez parlé d'études et de recherches qui ont été faites. Ce n'est pas nouveau, hein. Ce sont des recherches qui sont faites depuis longtemps. Quels en sont les résultats et comment on peut... Est-ce qu'il y a une adéquation entre les résultats scientifiques et les stratégies gouvernementales? Vous avez évoqué tout à l'heure Génération Green. Oui, dans le cadre de ça, un des exemples qui va adresser et qui est, je dirais, à moyen long terme, c'est le développement de variétés résilientes à la sécheresse. Nous avons une variété, par exemple, qui est en voie de multiplication, qui s'appelle Nachit, c'est une variété de blé dur. Quand on la compare à une variété normale dans une année de sécheresse, elle donne 40% de rendement plus qu'une autre variété. Et ces variétés, elles ont généralement, soit elles ont des racines un peu plus longues, donc elles vont chercher plus profondément l'eau, ou elles ont une cire naturelle sur leurs feuilles qui évite une évaporation exagérée. D'autres exemples de recherche que nous menons, un exemple qui s'appelle l'irrigation déficitaire. Par exemple, on va dans des cultures et on commence à réduire le montant d'eau qu'en moyenne le fermier donne. Et on a trouvé généralement qu'on peut réduire jusqu'à 30% de l'eau. On l'a essayé avec l'olivier, avec le palmier dattier, avec les fruits rouges, sans perdre le rendement. Et les fermiers ne sont pas au courant, certains fermiers déjà le savent, mais on doit généraliser ces méthodes. Donc cette irrigation déficitaire qui ne nuit pas au rendement et qui peut économiser beaucoup d'eau.
C'est Et deux exemples qu'on peut et cela appliquer. fait partie aujourd'hui des actions entreprises par le ministère, ne serait-ce que la sensibilisation par rapport à ce genre de culture, Erdogan Arash. Euh, euh, Bon, bien sûr, dans le cadre de la stratégie Nation Green, il y a tout un programme de résilience. Il y a un axe qu'on appelle l'agriculture éco-efficiente, donc qui regroupe, en plus de l'axe sur la recherche et l'agriculture, la green tech en général, c'est-à-dire recherche, développement et agriculture éco-efficiente. Donc ces deux axes regroupent ce type de technologie et d'innovation qu'on veut appliquer dans l'agriculture. Le Maroc a beaucoup travaillé sur les variétés depuis très longtemps. Donc, le développement, par exemple, d'une variété, suppose un certain nombre de conditions. Ça dépend. Il tient compte de la question climatique, il tient compte du sol, de la géographie, aussi de la sociologie, de la population. Est-ce que, bon, il y a des exemples très anciens, comme des variétés qui peuvent résister à la sécheresse, c'est-à-dire en termes de masse végétative, il est faible, de production de biomasse, mais en termes de grains, ils peuvent résister à la sécheresse. Mais ils sont refusés, par exemple, par les agriculteurs parce qu'à l'époque, ce n'est pas maintenant, ils utilisaient plus la paille que le grain dans certaines régions. Donc il y a ce type de débat qui est pris en considération dans les recherches, que ce soit à l'IAV ou à l'Institut national de recherche agronomique. La question d'innovation, elle est importante dans la résilience, dans la gestion du stress hydrique, mais il y a aussi la responsabilité, pas uniquement la responsabilité des professionnels, la responsabilité des citoyens. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure à Rachid Mali, parce que la responsabilité, elle n'est pas que du ressort de la tutelle. Il s'agit d'une responsabilité qui est... Absolument. Mais vous allez en convenir peut-être ou me détromper, si on dit qu'on fait une évaluation financière, après, ça dépend c'est comme n'importe quel entrepreneur, il va voir combien j'ai investi, et puis bon, l'eau, de toute façon, est encore dans le puits, s'il n'y a pas, on va creuser plus loin. Et après, on jette toute la responsabilité sur la tutelle, qui non seulement est garante de l'évaluation financière, parce que ça crée de l'emploi, de la valeur ajoutée agricole, mais vous êtes aussi garant de l'évaluation économique, d'où les intérêts de l'État et cette sécurité hydrique. Donc, comment résoudre cette équation? Parce que je pense que... comment peut-être responsabiliser davantage le secteur privé et aussi prendre les taureaux par les cornes et dire, voilà, c'est notre réalité, et ben voilà, on va peut-être changer de paradigme. Aujourd'hui, il est temps. C'est la nature qui le dit, c'est pas le ministère. Disons la réponse générale à ce questionnement, je pense que c'est l'adaptation. Il faut s'adapter aux situations qui se présentent de plus en plus. Il y a un changement climatique qui nous guette, qui est devant nous aussi. Nous le vivons dans différentes manifestations. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de s'adapter. Parce qu'on ne peut pas lutter contre le changement climatique. C'est un phénomène mondial. Et ce qu'on fait dans nos politiques, c'est de mettre en place des mesures d'adaptation. Les mesures d'adaptation, il y a des succès. Par exemple, au Maroc, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait en termes de plantation d'oliviers, par exemple, dans les montagnes, dans les zones fragiles, la plantation de palmiers dattiers dans les oasis traditionnelles, etc. Donc, c'est des mesures et des actions d'adaptation. La reconversion à l'irrigation localisée aussi, c'est une mesure d'adaptation. La recherche variétale, c'est une mesure d'adaptation. Donc, je pense qu'il faut s'adapter, il faut innover, apprendre. Est-ce qu'on a appris des erreurs du plan Maroc Vert? Nous avons construit sur les actes positifs du plan Maroc Vert, mais il y a des axes d'amélioration, bien sûr, mais principalement les axes d'amélioration du plan Maroc Vert, c'est surtout à l'aval des filières, plus que dans l'amont agricole. Très bien. Quelques exemples peut-être de l'aval de ces filières? L'aval de ces filières, par exemple, la commercialisation, les chaînes de commercialisation. On n'a pas assez travaillé sur les chaînes de commercialisation. Les abattoirs, il y a une multiplicité d'intervenants, donc c'est un problème. Aujourd'hui, la qualité aussi des abattoirs n'est pas au niveau des aspirations de la population marocaine, de cette classe moyenne qui se développe. Très peu d'abattoirs sont agréés. Et donc, nous sommes en train de travailler avec les services, l'Office de la sécurité sanitaire des aliments, pour mettre à niveau ces abattoirs et les certifier. Donc, les chaînes de distribution, les marchés de gros, la réglementation est très ancienne. Il n'y a pas d'investissement dans les marchés de gros. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc, ce sont les problèmes auxquels nous comptons beaucoup plus s'attaquer dans le cadre de la nouvelle stratégie Génération Green. Génération Green, nous allons y revenir.
Une question sur l'élevage, professeur Srairi, et quid de l'élevage dans cette équation de stress hydrique? Oui, c'est une question très importante. L'élevage, les gens l'oublient, c'est la composante qui a toujours suivi l'agriculture. On ne parle pas d'agriculture sans élevage, je parlais tout à l'heure du couplage culture-élevage. Et bien sûr, avec une année pareille, celle qui vient de s'écouler, l'élevage a beaucoup souffert. Alors les retours que j'ai du terrain, c'est... Est-ce qu'on ne peut pas anticiper pour éviter le scénario si on a une autre année de sécheresse? Est-ce qu'on ne peut pas anticiper le scénario de l'année dernière? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. L'élevage dépend d'eau pluviale. Il ne faut pas se leurrer. L'élevage pastoral et même l'élevage dans les zones irriguées. Parce qu'on a des cultures qui mettent d'abord en valeur l'eau pluviale, plus des irrigations d'appoint. Vous parliez tout à l'heure du Tedla, où malheureusement c'est un très beau périmètre que moi j'adore, où le service de l'eau est arrêté depuis maintenant plusieurs mois. Les luzernaires sont à l'arrêt, sont carrément même en train de mourir. Et pour ceux qui connaissent l'importance de la luzerne pour l'élevage laitier, c'est primordial. Et d'ailleurs, c'est là où je reviens à la notion de multi-service de l'élevage pour l'agriculture. Il n'y a pas que fournir des viandes et fournir du lait, pour rejoindre un peu ce que disait M. le secrétaire général sur les histoires de mise à niveau des chaînes et de la transformation. On sait tous qu'aujourd'hui, la chaîne laitière souffre énormément après le boycott, le Covid, l'inflation actuelle. Vous parlez de l'écosystème, c'est cela? Je parle des rôles de l'élevage dans une exploitation agricole. C'est quand on fait des calculs de rentabilité de l'activité élevage toute seule, le plus souvent c'est négatif. C'est pas rentable. Mais pourquoi les gens le font? Parce que comme je disais tout à l'heure, les services qu'on ne voit pas, qu'on ne calcule pas. Le travail, et c'est une question primordiale, l'emploi que permet d'assurer l'élevage au sein des exploitations familiales, qui sont l'essentiel de nos exploitations agricoles, on n'en parle pas assez. Et puis, je parlais du fumier, très important aussi. Puis, la banque, quand vous êtes dans un pays où 50% de la surface agricole utile, c'est les céréales, du semis jusqu'aux moissons, vous n'avez aucun revenu. Quel est votre revenu? C'est les ventes de lait, c'est les ventes d'animaux vivants. Absolument. Et donc, c'est la valorisation de l'eau pluviale. Et on revient à ce que je disais. Malheureusement, quand on a une année de sécheresse, c'est là où il faut qu'on sache construire une intelligence de l'ingénierie de l'élevage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les stocks, c'est primordial. Il faut stocker les excédents d'eau des bonnes années sous forme de paille, sous forme de coproduits. J'ai des retours du terrain, des collègues agronomes dans différentes régions du Maroc qui m'ont dit que c'est la première année où tous les résidus agricoles et les coproduits des cultures sont systématiquement stockés. C'est-à-dire les gens ont très peur. Là où il y a quelque chose à stocker, les gens le stockent. Les fans d'arachides, pour ceux qui connaissent un peu la région du Loukos, en ce moment il y a la récolte des arachides, toutes les fans sont stockées. Il faut éviter toutes les déperditions. Et je pense qu'à l'avenir... Pas de gaspillage. Et oui, et à l'avenir, c'est ce qui doit venir au niveau de toute la chaîne, pas uniquement dans les exploitations agricoles. Parce qu'il ne faut pas dissocier l'exploitation de tout le contexte où elle est, le système alimentaire. Et là, on en arrive au gaspillage alimentaire dans les villes. Ça fait mal au cœur. Où un pays qui dépense beaucoup... Alors, il y a aussi cette responsabilité. C'est primordial. Je suis d'accord avec primordial. vous. C'est le gaspillage alimentaire. Alimentaire dans les villes. Est-ce que vous pensez, comme j'ai échangé avec quelques chercheurs aussi en préparation de cette émission et qui m'ont sorti cette idée de tout simplement revoir nos habitudes de consommation alimentaire. Est-ce que vous pensez que c'est une utopie? Au lieu de consommer du concombre toute l'année, qui est très friand en eau, pareil pour la pastèque, 10 kilos de pastèque, c'est quelque chose comme 600 litres d'eau pour produire. Pour 1 litre. Donc, pour 1 kilo. Pour 1 kilo, oui. Pardon. Alors, voilà, ouais. Merci de me rectifier. Non, et encore une fois, si vous permettez, ça nous renvoie à l'origine de l'eau. Et encore une fois, l'élevage valorise de l'eau pluviale. C'est l'élevage pastoral, c'est l'élevage dans le Seis, par exemple, où on a viré, parce qu'il y a de l'arboriculture intensive. Et là, le problème, il est là. On a augmenté les besoins en eau de notre agriculture par la substitution de cultures pluviales, les céréales, les légumineuses, par des cultures qui ont été présentées comme valorisant mieux l'eau, notamment l'oléiculture, le nectarinier. Et aujourd'hui, vous savez quelle est la situation? Avec la sécheresse qu'on a vécue, les gens sont en train d'arracher des arbres. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'eau pour assurer la survie du patrimoine qui a demandé beaucoup d'eau. Je vais vous donner un exemple, l'oléiculture, en ce moment, on sait tous que cette année, il n'y a quasiment pas d'olives sur les arbres. Rachid Benali, vous confirmez? De la présence d'olives? Non, l'oléiculture, oui. Comment elle se porte? Vous êtes tout aussi optimiste que début de l'émission pour l'oléiculture? Très difficile, une année très difficile quand même. Qui s'annonce? Oui, bien sûr. Écoutez, elle a besoin d'eau comme tout le monde. Il n'y a pas d'huile d'olive? Non, il y aura de l'huile d'olive quand même, mais pas plus beaucoup. cher.
plus cher. Sûrement plus cher. Combien? Aucune idée. On ne peut pas Une se prononcer. estimation, une petite fourchette, Rachid On Benelli, peut pas pour se le prononcer. litre. On ne peut pas se Une hausse prononcer. de combien à combien? Écoutez, on peut dire ça sera au moins du 20%, Du 25%. Ouais, au moins. Ah ouais. Oui. Ça sera au moins ça. Mm. Tout dépend de ce qui reste. Hein. Avec les dernières semaines qui nous restent, tout peut changer. Très important. Sur l'oléiculture, il reste encore, disons, un mois et demi, peut-être pratiquement 2 mois. Et là, tout peut changer. S'il pleut. Ah oui, tout peut changer. Et là, on peut assister à un phénomène extraordinaire. Ça peut baisser du jour au lendemain. Ça peut revenir à un prix normal et tout. Parce qu'il y a des fruits, c'est pas ça. Il y a des fruits sur les arbres, mais avec beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de calibre, beaucoup moins d'huile. Il y aura beaucoup moins d'huile, c'est sûr. Donc c'est un phénomène quand même assez exceptionnel, en disant cette année. Est-ce que bon, mais c'est un exemple parmi d'autres dans l'agro-industrie, à part l'oléiculture, quelles sont les autres filières peut-être qui risquent de souffrir de ce manque d'eau dans l'agro? Dans On l'agro, a parlé un peu de lait, mais écoutez, dans l'agro, il y a qu'est-ce qu'on peut? Il y a le sucre. Le sucre, l'année prochaine, avec les périmètres qui vont être éliminés, donc il y aura de problèmes sur le sucre. vous parlez d'éliminer par rapport à Des périmètres périmètres d'irrigation. S'il n'y a pas d'eau dans les barrages, on peut pas, il y aura le TED-là, c'est très important pour le sucre. C'est un périmètre très important, le Mlouia aussi. Donc c'est des 2 périmètres où il n'y a pratiquement pas grand-chose. Donc on va importer plus de sucre. On va apporter un peu plus de sucre. Avec ça et l'olive, je pense que c'est les 2 produits phares où on aura vraiment des problèmes au niveau pour l'année prochaine. Oui. Ça, Oui, on va aux habitudes alimentaires, encore une fois. exact. Nous sommes les champions du monde dans la consommation de pain blanc, Et du sucre. alors que nos ancêtres consommaient plutôt du pain d'orge, qui était une céréale rustique produite chez nous. Nous sommes passés à du pain blanc, donc importé. Mais ça, c'était Le dans les sucre, années 80 avec Et avant, les aides qui ont été distribuées par l'Occident pour le nommer que les États-Unis. si vous voulez. Et puis, il y a le sucre. Nous sommes aussi parmi les champions mondiaux de consommation de sucre par individu. Et puis, on ne parle pas en aval des conséquences de tout cela, des conséquences sanitaires. Mais des conséquences aussi de ne pas, de peut-être diminuer les surfaces qui sont destinées aux cultures sucrières et aux céréales, à la céréaliculture. À mon avis, ça, c'est surtout des importations. En fait, c'est nos habitudes alimentaires. Moi, je ne parle pas de produire localement. Parler de la demande. Exactement, il faut jouer là. Donc, ça renvoie à l'éducation nutritionnelle, nos enfants, qu'est-ce qu'ils consomment. Et on le voit, l'explosion des diabètes, l'explosion des problèmes de santé liés à ces mauvaises, on va dire, farines, appelons les choses par leur nom. Oui, mais pour le commun des Marocains, vous ne pouvez pas lui enlever ni la farine, vous pouvez lui enlever le concombre, la tomate et j'en passe, mais pas le pain ni le sucre pour son thé. Parce que c'est subventionné. Et donc, c'est des choix politiques qui doivent être assumés. C'est notre sujet aujourd'hui, mais bon. C'est clair. Rachid, mais il y a quelque chose à ajouter là-dessus, avant que je donne la parole à On revient au Silkaoui. problème toujours du pain, c'est le gaspillage. Ah. C'est le gaspillage du pain. Ouais. Pourquoi? C'est toujours le problème. On parle 400 kilos de pain par Marocain. 280 kilos par Marocain par an. On dépasse de loin tous les pays. Les chiffres aussi varient. On parle de 390, c'est 280. C'est des années très différentes d'une Oui, année ça à dépend. l'autre. Ça dépend du nombre des kilos gaspillés finalement. Exactement. Voilà. Professeur Bkaoui, comment la recherche et le développement, parce que, encore une fois, c'est la même question que je vous ai posée tout à l'heure, mais en d'autres termes, comment on peut toucher et avoir des retombées pragmatiques de la recherche et développement dans notre quotidien, à savoir déjà des fruits et légumes de bonne qualité, apprivoiser l'eau douce, aussi la qualité des sols. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé au stade de pays développés et bien avancé dans cela pour vraiment pouvoir intégrer ce labo de recherche dans toute stratégie commerciale, politique ou autre? Oui, je pense qu'on a de très bons centres de recherche. Bien entendu, il y a plus d'efforts à faire pour arriver au niveau des pays développés. Mais il y a des résultats qui sont apparents, qui sont transférés. Il y a d'autres qui doivent être transférés. Je vais donner quelques exemples qui vont dans ce sens. D'abord, pour continuer dans le court terme, mon collègue a parlé d'adaptation. Dans le cadre de la stratégie GG, il y a un plan de planter 100 000 hectares de caroubier. Et le caroubier, qui donne un produit très demandé et qui a besoin de très très peu d'eau. Donc,
Par exemple, au lieu de planter des arbres qui sont voraces en eau, choisir le caroubier. Qui a la même valeur ajoutée que d'autres arbres fruitiers, par exemple. Peut-être plus. À ma connaissance, il y a une demande très, très importante. Le produit du caroubier est utilisé dans le cosmétique, dans le médical, dans l'alimentaire, et il y a une demande assez importante. Un autre exemple, vous parliez de l'élevage. Nous avons trouvé cette année que 2 espèces qui ne sont pas très utilisées dans le fourrage sont beaucoup plus résilientes que l'orge qui est utilisée normalement. Par exemple, l'avoine et les triticales. Oui. Ce sont 2 espèces fourragères qui, cette année, dans les mêmes conditions, ont donné plus de rendement. Donc, pour continuer, il faut s'adapter, il faut évoluer vers ces cultures qui sont plus résilientes. Pour finir, je donnerai un autre exemple qui peut aussi être appliqué dans le cours, dans les médias, c'est l'utilisation des images satellitaires et le suivi des cultures. Notre ministère prévoit très prochainement d'utiliser l'irrigation de complément dans la plantation des céréales. Et les céréales, on peut suivre la demande de céréales. On va utiliser de l'eau qui est puisée dans les nappes phréatiques, mais les céréales ont généralement besoin de 400 mm, 500 mm. Oui, et on va utiliser des images satellitaires. On peut utiliser des images satellitaires pour faire le suivi de la croissance des plantes. Et ça, c'est des techniques qui existent déjà. Il faut les implémenter et je pense que ça va aider dans la résilience et dans l'adaptation à la sécheresse. Et cela fait partie de Génération Green. Ça fait partie aussi dans l'utilisation du digital, qui est aussi une priorité, un objectif dans Génération Green. Très bien. Un dernier mot, Redouane Arrach, sur... je ne sais pas par quoi finir. Il y a encore beaucoup de points à traiter. Mais en gros, est-ce que pour beaucoup, il faut revoir le modèle agricole marocain? Vous en pensez quoi? Bon, c'est un sujet de débat aussi, parce que beaucoup de gens peuvent dire qu'on peut changer le modèle agricole. Mais à mon avis, aujourd'hui, si on se place dans une perspective historique, c'est-à-dire le Maroc, la politique agricole, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire on a commencé au début des années 70, puis on a fait des choix. C'est-à-dire chaque choix, on doit lui associer un coût, c'est-à-dire on évalue, puis on passe. Dans les années 80, nous étions dans 70-80, nous étions dans l'autosuffisance. Par exemple, il faut tout produire ce qu'on appelle les politiques import-substitution, céréales, oléagineux, etc. C'est avéré que cette politique n'a pas donné de résultats, donc on est passé dans une nouvelle politique, celle de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire produire un minimum stratégique et exporter, puis importer les produits dont on a besoin. L'idée, c'est de créer plus de valeur à partir des ressources que vous avez, de terre, de capital humain, d'eau, etc. Donc, on évolue dans le temps. Puis, en 2008, est venu le plan Maroc Vert, qui a avec son modèle novateur, il a transformé le secteur agricole parce qu'il a besoin de transformation structurelle. Le secteur agricole, jusqu'à 2008, était un secteur avec 44% de travail qui se fait dans l'agriculture, avec une faible valeur ajoutée. Et donc, c'était un piège de pauvreté. Donc, c'est ça la question. Oui, mais sauf que quand il y a de la sécheresse, les premières destructions d'emplois, les plus grosses, c'est dans le monde rural. Dans le monde rural, lorsque vous avez 44% des travailleurs dans l'agriculture, ben la sécheresse, elle fera plus dur que si tu as 10% ou 20%. Et donc, dans les années 80, si vous vous souvenez bien, lorsqu'il y avait une année de sécheresse, il faut créer les chantiers de travail, les pistes, etc., pour créer de l'emploi. Aujourd'hui, même avec la succession des années... Aourach, hein. Non, avec non, Aourach n'a rien à voir avec la sécheresse. C'est-à-dire, non, on crée, si, un peu, on crée des opportunités de travail pour les gens non qualifiés. Non qualifiés, mais ça n'a rien à voir avec la sécheresse. C'est un programme gouvernemental, c'est pour créer de l'emploi. Vous avez raison de préciser. Et dynamiser l'économie en général. Alors, donc, on est passé dans cette étape pour transformer le secteur. On a besoin de cette transformation. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de rester avec un secteur avec une grande population qui travaille et une faible valeur ajoutée, comme j'ai dit, tu es dans un piège de pauvreté. Donc, on a le choix, ou bien garder les gens dans la pauvreté et vivre pauvre et il ne peut accéder à aucun service de base, ou moderniser le secteur. Quand je dis moderniser, c'est à dimension humaine. Ça veut dire les gens vont à l'école,
Donc depuis 2003 ou 2004, regardez le nombre de filles qui sont allées à l'école, le nombre de garçons qui sont scolarisés. Et donc cette population active qui travaille dans l'agriculture est sortie de l'agriculture. La productivité a augmenté. Il y a une modernisation. L'investissement augmente dans le secteur agricole avec le plan Maroc vert. Donc on a donné plus d'opportunités de travail et d'emploi. La valeur ajoutée a doublé. Et donc c'est un modèle c'est un modèle, à mon avis, c'est un modèle réussi, mais on est scientifique, on est avec aussi des académiciens. Il est objet de débat aussi. Ça, on ne dit pas non. Oui, c'est sûr. Mais notre modèle, je pense qu'il a fait du bien au secteur agricole. Plus de bien que de mal. Plus de bien que de mal. Et vous le dites. Redouane Arash, merci beaucoup. Secrétaire général du département de l'agriculture au ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Merci. Merci beaucoup pour votre spontanéité, en tout cas. Et les précisions que vous avez apportées. Rachid Ben Ali, vice-président de la Comader, de la Confédération marocaine de l'Agriculture et du Développement rural. Merci à vous également. Merci à vous. On fera le point aussi sur l'oléiculture dans une émission prochaine, Inch'Allah. Professeur Mohamed Tahar Srairi, directeur de formation en agronomie à l'IAV Hassan II. Merci aussi à vous d'avoir participé à cette émission. C'est un plaisir d'être avec vous, merci. Largement partagé. Docteur Fawzi Bkaoui, merci d'avoir apporté vos éclairages aussi en tant que directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA. Oh, combien importante cette recherche et développement pour notre agriculture et surtout pour l'avenir de nos ressources hydriques. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions, en tout cas une partie de vos questions. Je vous souhaite sur ce une très bonne suite des programmes.